Mon séminaire d'entreprise? Claire, ma femme, a préféré y emmener son patron. Arrivé à l'hôtel de luxe des Alpes françaises, un panier garni l'attendait. La carte disait «Bienvenue à l'épouse du nouvel actionnaire majoritaire», mon nom y étant inscrit. Elle ignorait que j'étais propriétaire de son entreprise depuis des mois. Je m'appelle Nathan Blackwood, 47 ans, marié à Claire depuis 14 ans. J'ai longtemps cru bâtir notre vie ensemble. Son ambition chez Techfront Solutions était admirable. Je soutenais ses soirées tardives, ses voyages, ses sacrifices. Je n'avais pas vu qu'elle avait cessé de grimper avec moi pour grimper sur moi. Le souvenir de nos débuts, de nos rêves partagés, me tordait le cœur. Je pensais que nous étions une équipe. Le séminaire, du jeudi au dimanche dans un hôtel de luxe des Alpes françaises, voyait Claire faire ses bagages le mercredi soir. Je l'observais, le cœur serré, plier des vêtements que je ne reconnaissais pas. Des pièces élégantes, au tissu soyeux, jamais vues à la maison. Le silence de la pièce en disait long. Nouvelle garde-robe? Ai-je demandé, mon amertume à peine voilée. Investissement professionnel, a-t-elle répliqué d'un ton froid, le regard rivé sur une chemise en soie. Les premières impressions comptent, Nathan. Tu sais bien. Elle faisait ses bagages pour Victor Rhodes, le PDG aux cheveux argentés, dont la réputation de flouer les frontières professionnelles était bien établie. Je l'avais rencontré 2 fois. Chaque fois, sa main s'attardait sur le dos de Claire, son rire trop prompt à ses blagues, et ses yeux bleus perçants l'avaient balayé d'un regard de possession. Un pressentiment glacé m'avait alors traversé. Le jeudi matin, elle m'a embrassé la joue en partant. Un geste automatique, sans chaleur. «Ne m'attends pas», a-t-elle lancé, ses talons claquant sur le parquet, s'éloignant à jamais. Je ne l'ai pas attendu. Dans mon bureau, j'ai ouvert le coffre-fort oublié de Claire, derrière des livres anciens. J'en ai extrait un dossier en cuir, lourd de mes intentions, des documents préparés depuis 6 mois. Tout avait commencé cette nuit où je l'avais entendu au téléphone dans le garage. Son rire léger et insouciant, sa voix un peu trop forte, il ne se doute de rien. Une décharge électrique m'avait glacé le sang. Elle avait raison, le séminaire n'était pas mon genre d'endroit. Mais la réunion des actionnaires, le lundi matin, c'était ma place. Mon cœur battait d'une étrange mélodie de douleur et de détermination. La première fois que j'ai su que quelque chose n'allait pas, ce n'étaient pas les soirées tardives ou les changements de mots de passe, mais le silence. Claire avait l'habitude de tout raconter, de décortiquer chaque interaction de bureau comme une partie d'échecs. Mais il y a 6 mois, cela s'est arrêté. Ces histoires sont devenues des résumés polis et vagues, comme des rapports trimestriels dépouillés de tout élément humain. Elle mentionnait des réunions, pas les gens, des projets, pas les problèmes. C'était comme la voir s'effacer lentement de notre vie commune. Le vide qu'elle laissait était assourdissant. Le changement a commencé avec l'arrivée de Victor Rhodes comme PDG. Charismatique, impitoyable, il portait le pouvoir comme un parfum capiteux. Je connaissais ce genre d'hommes, ceux qui confondaient autorité et permission, pensant que leur position leur donnait le droit de tout prendre. Claire a commencé à rentrer plus tard, ses explications plus élaborées, mais moins révélatrices. Un soir, elle m'annonça, en versant un vin rouge profond que je ne l'avais jamais vu boire, Victor veut que je dirige l'initiative de transformation numérique. C'est une énorme opportunité. Mon cœur s'était gonflé de fierté et j'avais sincèrement répondu « C'est génial. Qu'est-ce que cela implique ?» Session stratégique, alignement des parties prenantes, gestion du changement. Le jargon d'entreprise s'écoulait de ses lèvres. Un mur de langage professionnel, impressionnant mais ne révélant rien. Une forteresse de mots vides. Beaucoup de soirées tardives en perspective, ajouta-t-elle. Elle s'était trompée sur ce point précis. J'ai commencé par remarquer les petites choses. Un nouveau parfum, cher, dont l'odeur florale et musquée imprégnait subtilement ses vêtements. Des frais de restaurant sur notre carte de crédit pour des établissements chics et branchés où nous n'allions jamais. Des photos Instagram du compte de Victor, où Claire apparaissait en arrière-plan de célébrations d'équipes inconnues, son sourire figé. Puis vint le téléphone. Elle avait toujours été décontractée avec, le laissant sur le comptoir, répondant aux appels en haut-parleur. Soudain, il était protégé par un mot de passe, toujours posé face contre terre.
toujours à portée de main. Quand je lui en parlais, elle souriait d'un air patient, teinté de condescendance. Politique de sécurité de l'entreprise, Nathan. Nous traitons des informations sensibles. Il faut que tout le monde mette à jour ses protocoles, m'expliquait-elle. Plausible, professionnel, un mensonge complet dont je pouvais presque sentir le goût métallique. La vraie confirmation est venue il y a 3 mois. Rentré tôt d'une mission de conseil qui s'était terminée plus tôt que prévu, j'avais trouvé sa voiture au garage. Mais la maison semblait vide. Ce silence particulier qui signifie que personne ne vous attend. En montant me changer, j'avais entendu sa voix depuis notre chambre, basse et prudente. Non, il est chez un client jusqu'à 18 heures. Nous avons le temps, disait-elle. J'étais resté figé dans le couloir, le sang battant à mes tempes, et j'ai entendu « Je sais que c'est risqué ». Un rire doux, transperçant, suivi de « Mais c'est ça qui est excitant, n'est-ce pas ?» Le frisson de s'en tirer. J'avais reculé silencieusement, mon cœur une pierre dans ma poitrine. Je me suis enfermé dans mon bureau, y restant 20 minutes, tentant désespérément de me convaincre que j'avais mal compris, que mes oreilles m'avaient trahi. Mais non. Les mots résonnaient dans ma tête, clairs et impitoyables, chaque syllabe une lame. Je savais ce que j'avais entendu. Cette nuit-là, j'ai commencé à monter mon dossier. Pas avec colère, mais avec une précision chirurgicale. La même froideur que j'appliquerais à un problème complexe chez Techfront Solutions, menaçant de détruire ce que j'avais bâti. J'ai contacté Patricia Shaw, une avocate redoutable pour la protection d'actifs. Je me suis plongé dans nos documents financiers que Claire signait depuis des années sans les lire, aveuglée par la confiance ou son propre agenda. Je retraçais le fil des fiducies et participations qu'elle avait validées. Vous préparez ça depuis un bon moment, m'avait dit Patricia, une lueur d'admiration dans les yeux. Je l'avais corrigé, d'une voix calme. Pas préparé, maître. Je me suis contenté de me tenir prêt. Cette distinction définissait ma stratégie, ma détermination froide, ne laissant aucune place à l'émotion. Tandis que Claire était à son séminaire d'entreprise dans les Alpes avec Victor, je siégeais dans le silence de mon bureau. Devant moi, les documents finaux reposaient, une pile ordonnée de feuilles qui scellaient son destin. Le crépuscule filtrait, éclairant le dossier que je tenais. Le bruit de la ville s'estompait, laissant place au calme de ma forteresse personnelle. Elle ignorait que, en 4 mois, j'avais discrètement acquis 62% des actions de l'entreprise, via des sociétés écrans et des transactions privées. Le conseil d'administration qu'elle pensait acquis à sa cause, je l'avais retourné. Pendant des semaines, je les avais rencontrés un par un, bâtissant un consensus inébranlable. Claire pensait gravir l'échelle de l'entreprise avec Victor. Elle ignorait que j'avais repositionné l'échelle entière à mon avantage. Le sol sous ses pieds était bien moins stable qu'elle ne l'imaginait. Il y a 3 ans, Claire m'avait présenté sa meilleure amie, Rachel Simmons, lors de leur fête de Noël annuelle. Leur amitié, forgée à l'université, était basée sur des secrets partagés. Rachel était vive, pleine d'esprit et d'une honnêteté brutale, une qualité que Claire avait perdue, polie par la vie d'entreprise, devenue plus calculatrice. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu m'appelles, m'avait-elle dit ce soir-là. Claire est comme une sœur pour moi, et toi aussi, tu l'es devenue. J'avais apprécié ce geste de gentillesse, ignorant à quel point j'en aurais besoin plus tard. Ce soir-là, je croyais que nous étions une famille. 2 mois plus tôt, mes soupçons sur Claire et Victor confirmés, j'avais recontacté Rachel. Nous nous étions donné rendez-vous dans un café discret, loin de nos habitudes, où la tension se mêlait au parfum du café. J'ai quelque chose de difficile à te demander, avais-je murmuré, mon regard cherchant sa réaction. J'ai besoin de ton absolue honnêteté. Rachel posa sa tasse, son expression virant à l'inquiétude. Nathan, qu'est-ce qui se passe? Le moment était venu. Est-ce que Claire t'a parlé de Victor Rhodes? Son silence lourd fut une confirmation. Sa réponse mesurée suivit. Elle a mentionné travailler en étroite collaboration avec lui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plus qu'un simple travail? Je lui montrai mon téléphone. Relevé de cartes de crédit, frais d'hôtel dans les Alpes françaises, un schéma implacable de mensonges. Je crois que tu le sais déjà.
Rachel ferma les yeux, une expiration lente. Des larmes perlaient quand elle les rouvrit. Je lui ai dit d'arrêter, murmura-t-elle, la voix brisée. Je lui ai dit qu'elle gâchait quelque chose de réel pour quelque chose qui la détruirait. Elle n'a rien voulu entendre. Depuis combien de temps es-tu au courant? Des mois, souffla-t-elle. Nathan, je suis désolé. J'ai voulu te le dire, mais c'est ma meilleure amie, et j'espérais qu'elle retrouverait la raison. Je pris sa main. Je ne suis pas en colère, mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, d'inconfortable. C'est là que je lui exposai mon plan. L'idée de ce test venait de Claire elle-même, des mois auparavant, lorsqu'elle jouait encore l'épouse inquiète. Elle m'avait accusé de distance, de désinvestissement. Lors d'une dispute amère, un soir de pluie, elle avait lancé avec sarcasme: Je parie que tu ne te soucierais même pas si une autre femme s'intéressait à toi. Ces mots m'avaient transpercé, allumant une étincelle vengeresse. Je voulais voir si, elle, se soucierait. Rachel avait accepté à contre-cœur au début, mais une fois qu'elle avait compris l'ampleur de la trahison de Claire, elle acquiesça. Le plan était simple. Rachel viendrait un vendredi soir, quand Claire était censée travailler tard, sous prétexte de déposer des livres. Elle s'habillerait de manière aguicheuse, serait enjouée et observerait ma réaction. Ce que Rachel ignorait, c'est que j'avais installé des caméras de sécurité cachées dans toute la maison 2 semaines plus tôt. Claire les pensait destinées à la sécurité, une de mes obsessions technologiques. Elle ne savait pas qu'elles enregistraient en continu, diffusant chaque instant vers un stockage cloud auquel elle n'aurait jamais accès. Un réseau invisible que j'avais tissé. Le soir fatidique, Rachel se présenta à 19 heures. Vêtue d'une robe élégante mais subtilement suggestive, son maquillage soigné rehaussait ses yeux. Elle joua son rôle à la perfection, si naturellement que j'aurais pu presque y croire. Elle me touchait le bras en riant, se tenait trop près, et ses commentaires étaient pleins de sous-entendus. Pendant 1 heure, nous avons parlé du hall au salon, l'air empreint d'une tension silencieuse, presque électrique. Puis, elle fit son mouvement, se penchant vers moi comme pour m'embrasser, son parfum enivrant emplissant l'espace. J'ai reculé doucement, mais fermement. Rachel, arrête, dis-je, m'assurant que les microphones dissimulés captaient parfaitement mes mots. J'apprécie ce que tu essaies de faire, mais j'aime ma femme. Une vérité qui sonnait comme un couperet, prononcée avec une sincérité amère. J'ai fait des vœux et je les respecte, même si elle ne le fait pas. Rachel recula, son expression passant de la performance à une émotion authentique, ses yeux s'embuant. Elle ne te mérite pas, Nathan. Peut-être pas, concédai-je, le cœur serré, mais la voix inébranlable, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je reste fidèle. Je le fais parce que c'est ce que je suis. La caméra, silencieuse et impartiale, enregistrait tout. Mon intégrité, sa déception, et la preuve irréfutable de ma loyauté. Le film était parfait, une preuve irréfutable que, face à l'opportunité, j'avais choisi la loyauté. Tandis que Claire s'apprêtait à passer le week-end avec Victor, j'avais désormais la preuve de sa trahison et de mon intégrité. Dans le silence feutré de mon bureau, où la lumière de l'écran projetait des ombres sur les boiseries, je revisais chaque image. Le bourdonnement discret de l'ordinateur était le seul son, témoin impartial de mon triomphe amer. Patricia, mon avocate, avait visionné la vidéo avec son détachement professionnel habituel. Ses yeux vifs scrutaient chaque détail, ses lèvres fines esquissant un sourire satisfait. C'est excellent, Nathan. Très, très bon, dit-elle de sa voix calme et mesurée. Cela nous assure une position morale inattaquable et réfute toute allégation d'infidélité mutuelle. Pour moi, c'était plus qu'une simple stratégie juridique. C'était une ancre, un rappel constant que je ne sombrerais pas à son niveau. L'honneur avait son importance, même en temps de guerre, et cette conviction, aussi douloureuse soit-elle, me maintenait à flot. Claire sortit de la voiture à l'hôtel de luxe des Alpes françaises, le Rocky Ridge Resort, avec l'assurance de celle qui croit l'univers à sa convenance. L'air vif des montagnes pinçait les joues, le soleil matinal inondait les sommets enneigés. Le paysage, digne d'une carte postale, était le genre d'endroit où les destins se nouent et se dénouent dans le secret des suites panoramiques. Le chauffeur, impeccable dans son uniforme anthracite, ouvrit sa portière,
un geste de courtoisie orchestré par Monsieur Blackwood. Claire le remarqua à peine, assumant que c'était une attention de Victor. Leur relation fonctionnait ainsi. Elle se croyait indispensable, et il la récompensait par des privilèges et une attention qui n'était qu'exploitation mutuelle. Elle ne s'était même pas demandé de quel Blackwood le chauffeur faisait mention. L'hôtel, audacieuse fusion de cèdres patinés, de verre étincelant et de pierres locales, épousait les courbes de la montagne. J'ai traversé le hall avec ma démarche assurée, mes talons résonnant sur le marbre, attirant les regards. Le concierge m'a dirigé vers l'étage exécutif. Je m'attendais à y trouver Victor, peut-être déjà avec une bouteille de champagne débouchée, affichant ce sourire prédateur qu'il arborait lorsqu'il pensait avoir remporté une victoire. Mais la suite était vide, luxueuse, absolument parfaite, et pourtant terriblement erronée. Des pétales de rose formaient un motif indéchiffrable sur le lit king size. Sur le bar, un grand cru onéreux respirait. Sur la table basse, un coffret en bois sombre portait une plaque dorée. À l'épouse de notre nouvel actionnaire majoritaire. J'ai laissé échapper un rire incrédule. Une erreur, évidemment. À l'intérieur, une carte crème, d'un papier épais, révélait une écriture familière. Celle de mon mari. Profitez de la vue. Nathan. Mon sourire s'est évanoui. Je me suis tourné vers les baies vitrées. La chaîne des Alpes s'étirait majestueusement, une immensité à couper le souffle. Je ne respirais plus. La télévision murale s'est allumée, affichant « Bienvenue, monsieur et madame Blackwood, suite Penthouse exécutive ». J'ai fixé l'écran, attendant qu'il se corrige, qu'il affiche le nom de Victor. Il n'a pas changé. Mon téléphone était déjà dans ma main, mes doigts tremblants composant le numéro de la réception. « Réception, comment puis-je vous aider, madame Blackwood ?» La voix était polie. « Il y a eu une erreur, » ai-je dit, ma voix tendue. « Cette suite, la réservation, c'est une erreur. »« Je suis désolé, madame, » a répondu le concierge, semblant confus. Monsieur Blackwood a finalisé personnellement toutes les dispositions. La suite exécutive a été réservée il y a 3 semaines sous son compte, avec votre nom listé comme son épouse et partenaire. « Quel monsieur Blackwood ?» ai-je demandé, la panique montant. « Nathan Blackwood, madame. Il a spécifié que chaque détail devait être parfait pour votre arrivée. » J'ai raccroché, ma main tremblante. La pièce a semblé rétrécir, le luxe écrasant. L'air est devenu lourd et oppressant. Dans le dressing, mes bagages étaient déjà défaits, mes vêtements suspendus avec une précision maniaque. Mais il y avait autre chose, une photographie encadrée. Nous y étions, Nathan et moi, à notre 5e anniversaire de mariage. Nos sourires étaient sincères alors. Un flashback fugace m'a rappelé un dîner aux chandelles, sa main dans la mienne, une promesse silencieuse. J'avais retiré cette photo de mon bureau 6 mois plus tôt. Elle ne correspondait plus au récit que je construisais. Maintenant, elle me fixait, une accusation muette, un spectre de notre passé heureux. Un coup frappé à la porte me fit sursauter. J'ouvris à Victor, un sourire trop large, une bouteille de champagne à la main. Un bagagiste attendait avec un chariot. « Alors, ma belle ?» demanda Victor, avançant avec assurance. Il s'arrêta net en voyant mon expression. Puis son regard glissa sur les pétales de rose, le vin débouché, le message de bienvenue lumineux sur l'écran. L'odeur des roses flottait. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang ?» Sa voix, pleine d'incrédulité et de peur, perdit toute assurance. Le bagagiste, brisant le silence, s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, madame. Dois-je déplacer vos affaires dans la suite de Monsieur Blackwood ? Il a insisté pour que vous soyez à l'aise. » La tête de Victor pivota vers lui. « Quelle suite ? » ?»« La suite Penthouse exécutive, monsieur. Monsieur Blackwood l'a réservée il y a 3 semaines, en tant qu'actionnaire majoritaire. Il possède 62% de Techfront Solutions depuis ce lundi. Vous ne saviez pas ? » Le sourire professionnel du bagagiste soulignait l'ironie. La bouteille de champagne de Victor parut peser 1 tonne, son visage figé par la stupéfaction. L'air lourd devint palpable, chargé d'une tension électrique. Je sentis le souffle me manquer, le sol se dérober. Ce n'était pas une simple surprise, mais un séisme pulvérisant le monde que j'avais construit. Le lundi matin se leva,
froid et implacable, annonçant la tempête que j'avais orchestrée. J'avais passé le week-end cloîtré dans mon bureau, loin des Alpes françaises et de leurs promesses trompeuses, immergé dans un océan de documents. Chaque mot, chaque chiffre, chaque clause avait été examiné, revérifié, mon esprit aiguisé comme une lame. Chaque pièce du puzzle était en place, chaque vote confirmé, chaque allié rallié. Le silence de l'appartement parisien, habituellement vaste et pesant, fut mon complice, n'interrompu que par le bruissement des pages et le clic de ma souris. Patricia, mon avocate, m'avait appelé. C'est absolument blindé, Nathan, avait-elle insisté. Une forteresse juridique. Je n'ai jamais vu une préparation pareille. Ses paroles résonnaient comme une mélodie de victoire anticipée. Le conseil d'administration de Techfront Solutions occupait le 15e étage d'un immeuble flambant neuf, de verre et d'acier, cultivant l'apparence d'innovation et de transparence. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur Paris, baignée dans la lumière douce du matin. Mais mon regard était rivé sur les visages que j'allais affronter. J'étais arrivé 30 minutes en avance, en costume anthracite, celui que Claire avait qualifié d'ennuyeux professionnel. Cet ennui était ma meilleure arme, mon armure. Il dissimulait la tempête qui faisait rage en moi, la résolution inébranlable qui m'animait. L'ennui, la discrétion, c'était exactement ce dont j'avais besoin. 5 des 7 membres du conseil étaient déjà là à mon entrée, l'air chargé d'attente. Gregory Mills, le directeur financier, aux cheveux argentés et au regard perçant, s'est levé pour me serrer la main, son étreinte ferme. « Nathan, ravi de vous rencontrer enfin. » Son sourire trahissait une admiration pour mon coup de maître. « Grégory, ai-je répondu calmement, merci d'avoir examiné les documents. » Il a ri. « Des documents ? Vous nous avez envoyé une feuille de route, Nathan. 3 d'entre nous ont décortiqué votre analyse jusqu'à minuit. C'était éclairant. Les autres membres sont arrivés, chacun affichant curiosité, appréhension et un respect non dissimulé. Patricia Vance, mon avocate, en tailleur impeccable, m'a salué d'un discret hochement de tête, signe de complicité. Thomas Riggs, un vétéran de l'entreprise depuis sa fondation, l'incarnation de la loyauté et de la sagesse. Diane Foster, représentant la société de capital risque, son expression neutre, mais ses yeux vifs et analytiques. Kenneth Park, le directeur indépendant, toujours prudent, mesurant chaque mot. Et enfin, Victor Rhodes. Il est entré, l'épaule baissée, les traits tirés, l'air d'un homme déjà vaincu mais refusant l'évidence. Son regard balayait la pièce, cherchant un appui, une faille, mais ne trouvant que des visages fermés. Claire n'était pas là. J'avais officiellement demandé que sa présence ne soit pas requise, qu'elle s'interroge, qu'elle attende, qu'elle goûte à l'incertitude que j'avais si longtemps endurée. Victor prit place à l'extrémité de la longue table ovale, à la position du PDG. Il s'était habillé pour le pouvoir. Costume de créateur, cravate Hermès, toute la panoplie qu'il maîtrisait si bien. Mais son regard le trahissait. Une lassitude profonde, une ombre de panique, disait qu'il savait que le terrain s'était dérobé sous ses pieds. « Commençons, » dit Victor, sa voix tentant de contrôler l'énergie lourde de la pièce, mais la légère inflexion trahissait sa nervosité. Je crois que Nathan Blackwood a demandé cette session extraordinaire, bien que je ne sois pas certain de la raison pour laquelle une réunion d'actionnaires requiert le temps du PDG un lundi matin. Il tentait de minimiser l'événement, de le dépeindre comme une simple formalité, mais son masque se fissurait. « Actionnaire majoritaire », corrigea Thomas Riggs d'une voix calme mais ferme, coupant court à la tentative de Victor. Pas d'animosité dans son ton, juste un fait froid et irréfutable. Nathan contrôle désormais 62% des actions votantes de la société. L'expression de Victor ne changea pas, mais je vis sa main se crisper, les jointures blanchissant sur l'accoudoir. Un frisson parcourut la pièce. C'est un développement significatif, poursuivit Victor, sa voix à peine un murmure contraint. Quand aviez-vous l'intention de nous en informer ? Maintenant, dis-je, me levant lentement. Je marchais vers le grand écran. J'avais préparé une présentation nette, factuelle, dénuée de drames inutiles. Chaque diapositive était une estocade chirurgicale. Depuis vendredi dernier,
par une série de transactions légitimes, approuvées par les autorités réglementaires, j'ai acquis le contrôle majoritaire de TechFront Solutions. Je déroulais mon récit avec une précision clinique. La chronologie méticuleuse, l'utilisation de sociétés écrans pour masquer mes acquisitions, l'accumulation progressive d'actions auprès d'investisseurs ayant perdu confiance dans le leadership de Victor. Je détaillais les irrégularités financières que j'avais découvertes, rien de criminel, mais suffisant pour soulever de sérieuses questions sur sa gestion. Puis, j'abordais les plaintes des ressources humaines étouffées, dont 3 incidents distincts impliquant Victor et des employés. Claire n'était pas nommée spécifiquement, pas encore, mais chacun dans la pièce savait. Le silence était absolu, lourd de la gravité de mes révélations. Diane Foster rompit le silence. « Nathan, quelles sont vos intentions ici? Liquider, restructurer? Ni l'un ni l'autre. Je cherche à stabiliser. » J'affichais la diapositive suivante. Profit en chute libre, innovation en berne, satisfaction des employés en déclin constant depuis 8 mois. Depuis que Victor est PDG, cette entreprise a perdu son cap. J'ai l'intention de la restaurer. En me renvoyant, lâcha Victor d'une voix blanche, le visage décomposé. En installant une direction qui priorise l'entreprise au-dessus des intérêts personnels, corrigeai-je, mon regard ancré sur lui. Votre contrat contient une clause de moralité. Je dispose de preuves de violation justifiant une résiliation immédiate. Patricia Vance se pencha en avant. Quel genre de preuves? J'attendais cette question. Je distribuais des dossiers à chaque membre du conseil, sauf Victor. Le bruissement du papier emplit la pièce. À l'intérieur, des courriels, reçus d'hôtels et notes de frais, révélaient un schéma de relations inappropriées avec des subordonnés. Le nom de Claire y figurait à plusieurs reprises, mais aussi ceux de 2 autres femmes, toutes 2 parties abruptement. « C'est une chasse aux sorcières !» protesta Victor, sa voix manquant de conviction. « C'est une vérification préalable !» répliqua Thomas Riggs, feuilletant les documents. « Nathan, vous avez été incroyablement minutieux. » « J'ai appris de ma femme, » dis-je, croisant le regard de Victor, un sourire amer étirant mes lèvres. Un fugace souvenir de Claire, au début de notre mariage, me montrant avec fierté un dossier qu'elle avait monté, expliquant l'importance de chaque détail, de chaque preuve. L'ironie était une lame de glace. Elle m'a enseigné que les détails comptent, que la documentation est essentielle, que construire un dossier, c'est construire une vérité irréfutable. Le vote prit 15 minutes. 6 voix en faveur du renvoi de Victor en tant que PDG. Une abstention de Kenneth Park qui ne changeait rien à l'issue. Victor lui-même n'eut pas le droit de voter. Il se leva lentement, rajusta sa cravate, son visage une mosaïque de rage et de défaite. « Ce n'est pas fini, Nathan. » Sa voix, à peine audible, était pleine d'une promesse de vengeance. « Si, ça l'est, » répondis-je, mon ton d'une finalité glaciale. « La sécurité va vous escorter. Votre accès a été révoqué. » Après le départ de Victor, accompagné par 2 hommes costauds et silencieux, la pièce expira collectivement. Une chape de plomb venait d'être levée. Le silence n'était plus tendu, mais libérateur. Puis, Gregory Mills posa la question que j'attendais. « Et Claire? Que faisons-nous de Claire ?» Le bureau de Claire se trouvait au 12e étage, un espace d'angle baigné de lumière, offrant une vue imprenable sur la ville. Elle s'était battue pour cette vue, la considérant comme un trophée de sa place durement acquise. Je me souvenais de nos célébrations, des dîners où elle rayonnait, me racontant ce que cela signifiait pour elle d'avoir sa voix et son pouvoir reconnu. Un souvenir amer, son sourire triomphant, les lumières de la ville scintillantes derrière elle, comme une couronne. Elle avait parlé de notre avenir avec une conviction inébranlable. Maintenant, elle était sur le point de perdre bien plus qu'une chaise. C'était son trône qu'on allait lui retirer. J'avais demandé à Patricia de s'occuper de la notification, mais je tenais à être présent, non par cruauté, mais parce que je voulais qu'elle saisisse l'étendue de mes découvertes et la finalité de mes décisions. C'était une question de dignité. Claire était à son bureau, absorbée à son ordinateur. L'odeur de son parfum flottait encore. Elle leva les yeux en nous voyant, Patricia et moi, et son expression passa de la concentration à une alarme grandissante, son visage pâlissant. « Nathan, qu'est-ce que tu fais ici ?»
Sa voix, un peu trop forte, trahissait sa surprise. « Nous devons parler, dis-je, ma voix basse et ferme, en franchissant le seuil. Patricia referma la porte d'un clic sec, scellant notre intimité forcée. Le soleil dessinait des rectangles lumineux, mais une ombre plus profonde s'étendait sur la pièce. « Si c'est à propos du séminaire d'entreprise, je peux expliquer, » commença Claire, sa voix tremblante, les mains crispées sur le clavier. Je levai une main. « Plus d'explications, Claire. Plus d'histoires qui n'expliquent rien. » Je tirai une chaise, m'asseyant délibérément en face d'elle, créant une distance abyssale. « Je suis ici en ma qualité d'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Patricia est ici en tant que conseillère juridique. » Claire pâlit. Ses yeux, habituellement vifs, s'emplirent de panique. « Actionnaire majoritaire? De quoi parles-tu » Ces mots étaient un murmure, sa confiance s'effritant. Patricia ouvrit sa mallette et en sortit des documents. À compter de vendredi soir, Nathan Blackwood a acquis 62% des parts votantes de Takefront Solutions. Ce matin, le conseil d'administration a voté le renvoi de Victor Rhodes en tant que PDG. Vous êtes placé en congé administratif immédiat, en attendant une enquête sur des violations de la politique de l'entreprise. Une enquête ? La voix de Claire monta d'un cran, son regard fiévreux vers moi. Pourquoi faire ? Relations personnelles non divulguées avec des cadres supérieurs, répondit Patricia d'une voix clinique. Spécifiquement avec Victor Rhodes, la politique de l'entreprise exige la divulgation de toute relation intime créant des conflits d'intérêts. Vous l'avez signé il y a 3 ans. Claire me regarda. Je vis alors, pour la première fois depuis des mois, une peur et une détresse réelles sur son visage. « Nathan, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Sa voix se brisa. « Il n'y a rien à expliquer, » dis-je doucement, mon regard inébranlable. « Je sais pour les chambres d'hôtel, les dîners, le séminaire d'entreprise auquel tu ne m'as pas invité. Je sais que Victor a réservé des suites communicantes pour vous. Je savais que tu avais l'intention de me quitter une fois ta position sécurisée. » Chaque mot, un coup froid, résonnait des nuits passées à assembler le puzzle de sa trahison. « Depuis combien de temps sais-tu » murmura-t-elle, ses yeux rivés sur les miens, cherchant une faille. « Assez longtemps pour me préparer. » Je me levai, tirai une enveloppe de ma veste et la déposai sur son bureau. Le claquement du papier résonna comme un couperet. « Ce sont les papiers du divorce. Je dépose une demande pour adultère. Les preuves sont exhaustives. » Elle ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante, ses doigts effleurant les pages. Son visage passa du choc à l'incrédulité, puis à une colère sourde. « Tu me prends tout !»« Je prends ce qui est à moi, » corrigeai-je. « La maison fait partie d'un trust familial antérieur à notre mariage. Vos parts dans cette entreprise incluent des clauses de conduite que vous avez violées. Les comptes de retraite ont été séparés il y a 2 ans, lorsque vous avez signé la restructuration fiscale. Vous étiez trop occupé pour lire les documents, vous souvenez-vous ? Vous conserverez vos économies personnelles et votre véhicule, » ajouta Patricia d'un ton neutre. « Le contrat de mariage que vous avez signé stipule que les biens matrimoniaux acquis par héritage ou détenus en fiducie restent la propriété de leur propriétaire d'origine. Nathan a été très généreux dans ces circonstances. » Généreux ? Le rire amer de Claire résonna. « Tu détruis ma carrière, tu me prends ma maison, et tu appelles ça généreux ? » « J'applique les conséquences, » dis-je. « Tu as fait des choix, Claire. Je m'assure juste que tu vives avec. »« Et Victor ?» demanda-t-elle, sa voix s'étranglant d'une dernière once d'espoir. « Il va se battre. Il a des avocats. Victor a été escorté hors du bâtiment il y a 1 heure. Son emploi est terminé. Il ne viendra pas te sauver. » Les mots étaient définitifs. Je me dirigeai vers la porte, m'arrêtant un instant. « Tu sais ce qui est le plus triste, Claire ? Je t'aurais tout donné de bon gré. Il suffisait d'être honnête. Mais tu as choisi la tromperie, et la tromperie a un prix. » Patricia tendit à Claire une carte de visite avec une froide efficacité. « Vous avez 3 jours pour répondre à la demande de divorce. Je vous suggère de trouver un avocat. » Nous la laissâmes là, assise à son bureau, dans la pièce d'angle où la lumière du jour déclinait, les ombres s'allongeant et engloutissant peu à peu l'espace dans un crépuscule mélancolique. Dans l'ascenseur, Patricia rompit le silence. « Vous avez bien tenu le coup. »« Il le fallait, » répondis-je.
Elle devait voir que je n'étais pas brisé. La trahison avait juste révélé qui nous étions vraiment. Les portes s'ouvrirent. Je sortis dans la lumière du soleil de l'après-midi, sentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des mois, comme si un poids énorme s'était détaché de mes épaules. L'air frais et vif me sembla empli de promesses nouvelles. 3 jours après, je reçus un colis dans mon bureau. Juste mon nom sur une étiquette. À l'intérieur, un dossier médical photocopié, avec une note manuscrite. Vous méritez de connaître toute la vérité. R.S. Rachel Simmons. Le dossier provenait d'une clinique privée de Portland, datée d'il y a 7 ans. Mon cœur rata un battement. Le calme s'évaporait, remplacé par une onde d'appréhension. Le soleil brillait toujours, mais une ombre froide venait de s'étendre sur mon monde. Mes doigts effleurèrent l'enveloppe, lourde d'un secret. Une appréhension glaciale me serra la gorge. J'hésitais, sachant que son contenu allait bouleverser mon équilibre. Mais j'avais promis d'affronter la réalité. Je devais savoir. Avec une détermination nouvelle, je déchirai le papier, mon cœur battant la chamade, et je lus. Le document était un formulaire de consentement chirurgical pour une stérilisation permanente. Ligature des trompes, précisait le terme médical. Le nom de la patiente. Claire Elizabeth Hartley. C'était son nom de jeune fille. Je me laissai retomber lourdement sur ma chaise, le papier tremblant dans mes mains, non pas de ma fébrilité, mais de la vibration d'une colère sourde qui commençait à gronder en moi. 7 ans auparavant, 2 ans avant notre mariage, elle avait 35 ans. Tandis que j'étais empli d'un espoir naïf d'avoir des enfants, elle avait déjà scellé notre destin, sans un mot. Elle m'avait épousé à 37 ans, sachant pertinemment mon désir ardent de fonder une famille. Elle savait, et elle ne m'avait jamais rien dit. Son sourire radieux, la façon dont elle avait pressé ma main ce jour-là, tout me revint comme une performance, une mascarade jouée avec une perfection glaçante. Je me remémorais toutes ces conversations où nous parlions de notre avenir, où elle attribuait notre absence d'enfant au stress du travail, au mauvais timing, suggérant d'attendre. J'avais été si patient, croyant qu'elle partageait ce même désir. Chaque mois, quand l'espoir s'évanouissait, elle affichait une déception convaincante, murmurant « Peut-être le mois prochain, mon amour ». C'était une duperie minutieusement calculée, répétée jusqu'à l'épuisement de ma crédulité. Mon téléphone sonna, me tirant brutalement de mes pensées. L'écran affichait le nom de Rachel. « Tu l'as reçu » demanda-t-elle, sa voix tendue. « Je l'ai reçu » confirmis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru, masquant le chaos en moi. « Comment as-tu découvert ça ?»« Claire m'en a parlé il y a des années, à l'époque où nous étions encore honnêtes l'une envers l'autre, expliqua Rachel. Elle disait que les enfants détruiraient sa trajectoire professionnelle, qu'elle ne pourrait pas rivaliser avec les hommes de son secteur si elle prenait un congé maternité. Quand vous vous êtes mariés, je lui ai demandé si elle t'avait mis au courant. Elle a ri, disant que tu finirais par le comprendre et l'accepter, que tu étais trop mou pour la quitter pour ça. Trop mou. Les mots s'abattirent sur moi comme des pierres. L'écho de cette phrase, prononcée par la femme que j'avais aimée, était une nouvelle forme de trahison. Elle s'est trompée, dis-je doucement, ma voix empreinte d'une amertume glaciale. Je sais, répondit Rachel avec un soupir lourd. C'est pour ça que je t'ai envoyé ce dossier. Tu devais savoir que ce n'était pas la biologie qui te privait d'enfant. C'était son choix, son mensonge. Je suis désolé, Nathan. C'était ma meilleure amie, mais ce qu'elle t'a fait est impardonnable. Après avoir raccroché, je restais assis, le regard perdu à travers la vitre, observant la ville s'illuminer. Je pensais à l'homme que j'avais été, plein d'espoir, confiant, et à l'homme que j'étais devenu, prudent, méfiant, les cicatrices invisibles d'une confiance brisée. Claire m'avait donné une leçon, mais pas celle qu'elle avait voulu m'enseigner. Le dossier médical rejoignit la pile des autres documents, un nouveau témoin silencieux dans le grand livre des preuves pour la procédure de divorce. Une documentation irréfutable de sa tromperie. Patricia l'inclurait pour prouver que Claire ne méritait rien au-delà du strict minimum légal. Mais plus que cela, c'était une forme de clôture. La confirmation que mes instincts avaient été justes, que mon mariage avait été bâti sur des mensonges depuis le début. J'avais désiré des enfants.
Claire l'avait su, m'avait promis cet avenir, et l'avait rendu impossible tout en feignant de partager ma déception. Cette trahison-là me transperçait plus profondément encore que l'aventure avec Victor, car elle avait duré plus longtemps, elle avait été plus calculée, plus insidieuse. Ce soir-là, j'appelai mon avocate. Patricia, j'ai des documents supplémentaires pour le dossier de divorce. Quel genre de documents demanda-t-elle, sa voix professionnelle, mais teintée de curiosité. La preuve que Claire a subi une stérilisation avant notre mariage et ne me l'a jamais révélée. J'ai les dossiers médicaux. Un silence lourd de sens s'installa. Patricia reprit, sa voix plus grave. Nathan, c'est très significatif. Cela peut relever de l'induction frauduleuse au mariage dans certaines juridictions. Depuis combien de temps le savez-vous? Environ 6 heures, admis-je. Rachel me l'a envoyé. L'amie qui a aidé pour le test de fidélité? La même. Elle coupe complètement les ponts avec Claire. Bien, dit Patricia, un sourire froid perceptible dans sa voix. Nous allons ajouter cela au dossier. Combiné à tout le reste, cela brosse un tableau de tromperie soutenu et prémédité. Elle adoucit le ton. Comment vous en sortez-vous, Nathan? Je vais bien, répondis-je. Chaque nouvelle vérité rendait le chemin plus facile, la décision plus juste. C'est une réaction saine, en fait, observa Patricia. Certains hommes dans votre position s'effondreraient. Je ne suis pas certains hommes, rétorquai-je. Je suis juste quelqu'un qui en a assez d'être menti. En moins d'une semaine, la presse économique s'empara de l'histoire. Les gros titres annonçaient un remaniement à la tête de Techfront Solutions. L'article mentionnant le départ de Victor et la restructuration du conseil avec une neutralité prudente. Mais le monde de la tech est petit et les rumeurs voyagent vite. En 3 jours, des blind items apparurent sur les sites de potins spécialisés. Quel PDG récemment évincé a été licencié pour des relations inappropriées avec des subordonnés? Ou plus directement, un dirigeant de la Silicon Valley perd son poste après la révélation d'une liaison avec une VP mariée. Claire tenta de contrôler le récit en publiant un message LinkedIn sur de nouvelles opportunités et des chapitres passionnants à venir, les euphémismes habituels en cas de limogeage. Les commentaires furent d'abord bienveillants, mais quelqu'un fit fuiter les détails. Peu importait qui, R, H, conseil d'administration, ou Victor lui-même cherchant à partager le blâme, l'histoire était soudain étalée au grand jour, sans phare ni retenue. L'affaire, le séminaire d'entreprise, le mari actionnaire majoritaire ayant orchestré une prise de contrôle pour protéger ses intérêts. Une toile complexe de mensonges et trahisons se resserrait autour de Claire. Sa publication LinkedIn, censée masquer sa chute, attira une attention d'une toute autre nature. Les commentaires élogieux disparurent, remplacés par un silence assourdissant. Les demandes de connexion furent retirées. Ces contacts professionnels, si méticuleusement cultivés, se désagrégèrent à une vitesse alarmante, comme un château de cartes. Une atmosphère de désapprobation collective s'installa insidieusement. Le point de rupture fut atteint quand un blogueur d'affaires réputé publia une analyse détaillée intitulée « Quand les choix personnels détruisent la crédibilité professionnelle », une étude de cas. Aucun nom n'était nécessaire. Les allusions étaient si transparentes que tout le monde savait. L'article disséquait froidement l'éthique d'entreprise, les conflits d'intérêts et les conséquences inévitables lorsque l'intégrité professionnelle est sacrifiée pour l'avancement personnel ou des désirs éphémères. L'article devint viral. Une déflagration de 20 000 partages en 2 jours, se propageant dans les cercles d'affaires, alimentée par une soif insatiable de potins et une schadenfreude à peine dissimulée. Claire m'appela, sa voix rauque et désespérée, comme je ne l'avais pas entendue depuis des années. « Nathan, s'il te plaît, fais que ça s'arrête. Je suis détruite publiquement. » Dans le silence de mon bureau, je lui répondis froidement. « Je n'ai rien dit publiquement. Tout ce qui se passe est la conséquence de tes actions rendues publiques. » Elle m'accusa. « C'est toi qui as tout divulgué. » « Non, rétorquai-je calmement. Mais Claire réfléchit au nombre de personnes qui étaient au courant. Le conseil d'administration, les ressources humaines, l'assistante de Victor, tes collègues qui se doutaient,
le personnel de l'hôtel de luxe dans les Alpes françaises où se tenait le séminaire. Tu as créé cette situation sous le regard de dizaines de témoins. As-tu vraiment cru que cela resterait secret? Le silence de l'autre côté de la ligne fut lourd de regrets et de réalisations tardives. C'est à cela que ressemble la responsabilité, continuai-je. Ce n'est pas de la vengeance, ni de la cruauté. C'est juste le résultat naturel de tes choix, connu des personnes qu'ils affectent. Un sanglot étouffé me parvint. J'ai tout perdu, murmura-t-elle, une défaite totale dans la voix. Non, corrigeai-je sans pitié. Tu as perdu les choses que tu tenais pour acquises. Ta réputation, ta position, notre mariage. Tout cela était bâti sur la confiance et la compétence. Quand tu as détruit l'une et compromis l'autre, voilà ce qu'il en reste. Sans un mot de plus, elle raccrocha. 2 jours plus tard, un chasseur de tête que je connaissais me contacta. J'ai entendu parler de votre situation. Si vous cherchez des opportunités de conseil, plusieurs cabinets sont intéressés par votre expertise. Votre réputation dans l'industrie est solide. C'était là la différence fondamentale entre nous. L'identité professionnelle de Claire avait été construite sur la perception et la politique de bureau. La mienne, en revanche, était ancrée dans des compétences réelles, une intégrité éprouvée et des résultats concrets. Lorsque les fondations furent ébranlées, les siennes s'effondrèrent, tandis que les miennes restèrent fermes, inébranlables. La semaine suivante, Thomas Brennan, un jeune cadre que j'avais mentoré et désormais vice-président chez un concurrent, me contacta. « Nathan, j'ai appris ce qui s'est passé. Beaucoup d'entre nous dans l'industrie respectent la façon dont vous avez géré la situation, avec professionnalisme et dignité. » Son appel fut un baume. « Merci Thomas. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » Il ajouta, « Nous recherchons quelqu'un pour diriger notre division des initiatives stratégiques. Je sais que vous avez TechFront Solutions à gérer, mais si des discussions vous intéressent à l'avenir, la porte est ouverte. » Les opportunités s'ouvraient pour moi, tandis qu'elles se fermaient pour Claire. Non pas parce que j'avais orchestré les choses ainsi, mais parce que l'industrie valorisait ce que je représentais. La compétence, l'éthique, la capacité à mener les projets à terme. Ces mêmes traits que Claire avait autrefois qualifiés d'ennuyeux devenaient désormais le socle de mon nouveau chapitre. La justice, j'étais en train de l'apprendre, n'était pas toujours bruyante ou dramatique. Parfois, c'était juste l'accumulation silencieuse des conséquences, le résultat naturel de la vérité qui éclate au grand jour. L'audience de divorce eut lieu un jeudi matin, de fin octobre, 18 semaines après que j'eus découvert l'ampleur de la tromperie de Claire. Nous étions dans un tribunal du centre-ville, une pièce austère et imposante où le soleil du matin peinait à percer. Claire arriva avec son avocat, Brad Stevens, un jeune homme visiblement nerveux qui avait accepté l'affaire après le refus de 3 autres confrères, confronté aux preuves irréfutables méticuleusement compilées par Patricia. Assise à mes côtés, Patricia affichait une préparation et une détermination sans faille. Nous savions que l'issue était prédéterminée. Claire n'avait aucun levier, aucun fait pour éveiller la moindre sympathie. La juge, Margaret Thornhill, dont la réputation de rigueur n'était plus à faire, examina les documents. Son expression neutre cachait une attention redoutable. Le silence était absolu. Elle leva les yeux. « Maître Stevens, j'ai examiné la requête de votre cliente concernant la révision du règlement. Quel motif justifie une modification ?» Brad se leva, visiblement mal à l'aise. « Votre honneur, Madame Blackwood soutient que la répartition des actifs est inéquitable, compte tenu de ses contributions au foyer. » La juge Thornhill arqua un sourcil. « Contribution ? Monsieur Blackwood a géré les finances, payé le prêt immobilier via une fiducie prénuptiale. Et des preuves documentées montrent que Madame Blackwood a utilisé des fonds conjugaux pour une liaison. Quelle contribution spécifique évoquez-vous » Brad balbutia. « Un soutien émotionnel, votre honneur. Un partenariat. » Le mot sonnait creux. Un partenariat qui incluait une infidélité documentée, une fausse déclaration frauduleuse sur la fertilité et des violations éthiques qui lui avaient coûté son emploi. La voix sèche de la juge résonna. Elle se tourna vers Patricia. « Mademoiselle Shaw, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Patricia se leva avec aisance.
son tailleur impeccable contrastant avec la maladresse de Brad. Elle me lança un bref regard de soutien. « Votre honneur, je souligne la générosité exceptionnelle de M. Blackwood. Madame Blackwood conserve son épargne personnelle, son véhicule et est libérée de toute dette. L'accord prénuptial est appliqué à la lettre. » Ces mots, d'une assurance professionnelle, bâtissaient un mur infranchissable face aux tentatives de Claire. La juge Thornhill acquiesça lentement, puis releva les yeux, son expression implacable. « Le règlement est confirmé tel que proposé. Madame Blackwood, vous êtes entrée dans ce mariage sous de faux prétextes et avez violé vos vœux de manière flagrante. Monsieur Blackwood avait tous les motifs pour un divorce pour faute et a choisi de faire preuve de clémence dans les termes qu'il a acceptés. Je vous suggère d'accepter cette clémence. » Le visage de Claire devint livide. Elle murmura à Brad, ses mains tremblantes, mais l'avocat, le visage décomposé, secoua la tête, impuissant. Il n'y avait plus rien à faire. « Le divorce est prononcé », déclara la juge Thornhill, apposant sa signature avec une rapidité déconcertante. Le son du papier froissé était le chant du signe de mon mariage. Cette cour est ajournée. Le brouhaha reprit timidement, tandis que la salle se vidait. Je restai un instant, inerte, observant la salle se vider. Patricia s'était déjà avancée pour déposer les documents finaux, me laissant seul. Dehors, sur les marches du palais de justice, le vent frais de l'automne fouettait mon visage. Le soleil, pâle et hésitant, peinait à percer une brume persistante. C'était la première fois depuis des mois que nous nous retrouvions seuls, Claire et moi. Des siècles semblaient s'être écoulés depuis notre dernière rencontre sans témoin. « Nathan, attends !» dit Claire. Sa voix était plus fine, à peine audible, dénuée de l'assurance mordante qui la caractérisait autrefois. Je me retournai. Elle avait maigri, ses pommettes ressortaient, et son regard était éteint. Son tailleur, manifestement coûteux, tombait mal, comme si elle l'avait acheté pour le corps d'une autre. La confiance inébranlable qui la définissait avait disparu, laissant une silhouette plus petite, plus triste, presque fantomatique. C'était une Claire que je ne reconnaissais pas, et pourtant, étrangement familière dans sa vulnérabilité. « Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» Ma voix était plate, sans émotion, un bouclier contre toute tentative d'intrusion. Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour tout. Je sais que ça ne change rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. » Ces mots s'étranglèrent dans sa gorge, un aveu de faiblesse impensable autrefois. Je scrutais son visage, cherchant la moindre trace de manipulation, le moindre calcul. J'avais passé trop de temps à décrypter ses mensonges. Mais tout ce que je vis, c'était une profonde, écrasante fatigue. Une lassitude qui semblait avoir creusé des sillons sous ses yeux et tiré les traits de son visage. « Je crois que tu es désolé, » dis-je doucement, mes mots pesant lourdement dans l'air froid. Désolé que ça se soit terminé ainsi. Désolé d'avoir été prise. Désolé d'avoir tout perdu. Mais je ne crois pas que tu sois désolé pour ce que tu as fait, seulement pour la tournure des événements. Le goût amer de ces paroles se répandit dans ma bouche. Une vérité crue qui ne me procurait aucune satisfaction, seulement une tristesse lancinante. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle, son souffle court. « Juste ?» Un rire amer faillit m'échapper, mais je le ravalai. « Tu as menti sur ton désir d'avoir des enfants, m'entraînant dans un rêve illusoire de famille. Tu as eu une liaison avec ton patron, Victor Rhodes, au nez et à la barbe de tout le monde. Tu as essayé de me faire croire que j'étais paranoïaque, que ma jalousie était infondée, me poussant au bord de la folie. Et maintenant, tu veux parler de justice ?» Le souvenir de ces nuits blanches, de cette anxiété rongeante, remontait à la surface, une douleur sourde jamais vraiment dissipée. Elle détourna le regard, des larmes trahissant la dignité qu'elle tentait de maintenir. « Je t'ai aimé autrefois. »« Oui, peut-être, » répondis-je, un soupir s'échappant de ma poitrine. « Mais tu as aimé ton ambition bien plus. Tu as aimé l'image du succès, l'éclat des titres et des reconnaissances. Quand j'ai cessé de correspondre à cette image, de te servir d'ascenseur social, tu as cessé de me voir comme une personne. J'étais devenu un obstacle, une relique encombrante de ta vie passée. » Je rajustai mon manteau, un geste mécanique, me préparant à clore ce chapitre pour de bon. « Adieu Claire.
J'espère que tu trouveras qui tu es sans les titres ronflants et les performances de façade. Mais ce n'est plus mon problème. Je me détournai, m'éloignant sans un regard en arrière, laissant derrière moi les vestiges d'une vie qui n'était plus la mienne. 14 mois plus tard, le divorce enfin finalisé et ses cicatrices s'estompant, je me tenais dans la salle de conférence de Sterling Associates, la société de conseil que j'avais rejointe en tant qu'associé. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur le front de mer, où le soleil d'après-midi inondait la pièce d'une lumière chaude et dorée, et le murmure lointain des vagues apaisait l'ambiance. Thomas Brennan avait tenu parole, et plus encore. J'avais passé une année enrichissante à restructurer leurs initiatives stratégiques, un travail profondément satisfaisant qui sollicitait toutes mes compétences sans m'épuiser comme TechFront Solutions. Ici, j'étais un architecte, pas un martyr. TechFront Solutions avait été vendu pour 180 millions d'euros. Ma participation m'avait rapporté une fortune inattendue, suffisante pour assurer mon avenir, investir dans des causes qui me tenaient à cœur et vivre confortablement. L'argent, autrefois source de conflits, était devenu un outil de liberté et de bienveillance. J'avais fait don de 5 millions d'euros à une fondation soutenant les enfants placés en famille d'accueil, qui avaient désespérément besoin de stabilité. Patricia, toujours méticuleuse, m'avait aidé à mettre en place la structure. « Tu construis quelque chose de bon ici », m'avait-elle dit, ses yeux brillants. « C'est comme ça qu'on sait qu'on a guéri, quand on peut penser au-delà de soi-même. » Ces mots avaient résonné en moi, confirmant que le chemin n'avait pas été vain. Rachel m'avait appelé la semaine dernière pour me dire que Claire travaillait comme analyste contractuelle à Denver. Un salaire décent, mais sans le prestige qu'elle avait tant convoité, loin des séminaires luxueux. « Elle demande de tes nouvelles parfois ?» avait dit Rachel avec prudence. « Et tu lui dis quoi ?»« Que je vais bien, » avais-je répondu. « Que j'ai tourné la page. » Un silence s'installa. « As-tu vraiment tourné la page ?» demanda-t-elle, avec amicale curiosité. « J'y arrive, » avais-je admis, un demi-sourire. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Je ne regrettais pas Claire, ne la voulais pas de retour, ne rejouais plus les scènes passées. Mais j'étais désormais méfiant, prudent avec la confiance, plus lent à croire en la permanence des choses. Une cicatrice invisible, mais profonde, m'avait appris une leçon brutale. Mon téléphone vibra, me tirant de mes pensées. C'était Patricia. « Déjeuner la semaine prochaine. Je veux te présenter quelqu'un, une amie de la fac de droit. Brillante, amusante, récemment divorcée elle aussi. Pas de pression, mais je pense que vous pourriez apprécier la conversation. » Un sourire léger étira mes lèvres. Je tapais. « Peut-être, laisse-moi y réfléchir. » C'était un signe de progrès. 1 an auparavant, j'aurais refusé net. Désormais, j'étais prêt à envisager les possibilités, même sans m'y engager pleinement. Je regardais à nouveau le port, observant un cargo manœuvrer vers le large. C'était ce que je faisais, naviguer prudemment loin de ce qui avait failli me couler. Et pour l'instant, c'était amplement suffisant. L'homme insouciant et confiant que j'étais avait disparu. Un nouveau Nathan émergeait, plus sage, plus résilient, et enfin, libre. L'homme insouciant qui avait cru la confiance acquise, et le mariage éternel, était parti, évaporé comme un mirage. Je me souvenais de sa légèreté enfantine, aveugle à la duplicité humaine. Une image fugace de Claire, riant à mes côtés, me traversa l'esprit, avant que les fissures ne se manifestent. Le vent marin balayait le port, mais il ne pouvait emporter cette cicatrice invisible, profondément ancrée. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, plus vigilant, mais pas brisé. J'avais appris à survivre à la trahison sans amertume, sans laisser la haine me consumer. Le chemin fut long, pavé de nuits blanches et de doutes, mais j'avais choisi de ne pas devenir le reflet de la noirceur infligée. La pensée stratégique n'était pas l'opposé de l'émotion, et la vengeance la plus puissante résidait simplement dans l'art de bien vivre. Claire avait voulu grimper plus haut, exister d'une manière qui exigeait un public et des applaudissements, sacrifiant l'authenticité pour une façade. Moi, j'aspirais à l'intégrité, à un partenariat sincère, à une vie bâtie sur l'honnêteté. Ces valeurs restaient de mes piliers, mais j'étais désormais infiniment plus prudent quant à ceux avec qui je les partageais. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était Patricia.
Un message court, direct, teinté de son humour. Je prends ton silence pour un oui. Mercredi midi. Tu vas l'aimer, Nathan. Elle est vraie. Pas de chichi, pas de jeu. Juste une personne authentique. Je fixais le message un long moment, mon pouce suspendu. Une hésitation, puis une détermination silencieuse m'envahit. Le cargo achevait lentement sa manœuvre, s'éloignant vers l'horizon. C'était ma propre navigation, pensais-je. Un pas, puis un autre, loin des eaux agitées. Je tapais ma réponse, simple et décisive. Mercredi, ça me va. Envoie-moi les détails. Et pour la première fois en 14 mois, une sensation légère, presque imperceptible, m'envahit. Quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Une chaleur douce dans la poitrine, comme les premiers rayons du soleil couchant, teintaient l'horizon lointain des Alpes françaises, promettant une nouvelle aube.